Notre invité politique ce matin, c'est Éric Coquerel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, député de la Seine-Saint-Denis, député de la France Insoumise de la Seine-Saint-Denis, président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. Bonjour Oriane, bonjour Éric Coquerel. Éric Coquerel, on va évidemment parler de l'examen du budget qui a débuté lundi en séance, mais d'abord un mot sur les retraites, puisque la proposition de loi du Rassemblement national pour amener l'âge de départ à la retraite arrive aujourd'hui en commission à l'Assemblée. Quelle sera la position du groupe LFI sur ce texte? Est-ce que vous allez le voter? Écoutez, pour ce qui est du vote en séance, on donnera notre position plus tard, mais d'ores et déjà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une arnaque tout ça. Voilà. C'est une arnaque parce que le Rassemblement national, d'abord, sait très bien que même si son texte est voté, jamais il ne partirait au Sénat. Hein, pour ceux qui nous écoutent, il faut comprendre que quand un texte est voté dans une niche à l'Assemblée, il faut qu'il y ait une niche qui l'accueille au Sénat pour pouvoir commencer éventuellement des allers-retours. Alors que celle que nous proposons dans à peine 4 semaines, c'est-à-dire nous et les filles, nous avons déjà une niche qui nous accueille au Sénat, qui est celle du groupe communiste en janvier, et nous avons déjà une niche qui nous revient à l'Assemblée, qui est le groupe écologiste. Comment vous allez expliquer? Attendez, justement, laissez-moi continuer. Et la deuxième chose, c'est que là où on voit que c'est une arnaque, juste un vernis qui essaye de se mettre le RN, c'est que à chaque fois qu'ils ont l'occasion d'abroger la réforme des retraites, ils votent contre. La motion de censure initiale qui a été déposée par le NFP, ils ont voté contre. Alors là, c'était vraiment le meilleur moyen d'abroger la réforme des retraites. Là, ils viennent de voter contre un amendement sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale qui, s'il passait, pouvait inscrire la question de l'abrogation de la réforme des retraites dans la loi, sans même partir sur les questions de niche. Ils ont voté contre. Et quand vous regardez l'exposé des motifs de leur loi, figurez-vous qu'ils expliquent qu'il ne faut surtout pas d'augmentation de cotisation, il faut que les gens travaillent plus longtemps, etc., soit des mesures en réalité qui sont à l'inverse de nous. Donc, moi, je dénonce l'arnaque et la supercherie qui est derrière ça. Mais pourquoi vous n'avez pas une position claire sur votre vote? Mais vous verrez notre position, mais laissez-nous penser que ce n'est pas ça le rendez-vous. Le rendez-vous essentiel, c'est ce qui se passera dans 4 semaines. Et pour l'heure, moi, ce que là, il y a un rendez-vous la semaine prochaine déjà. Oui, bah, vous verrez bien ce que nous ferons. Mais ce que je vous dis par là, c'est que là, je vous donne les mots sont forts. Comme écoutez-moi, c'est une arnaque. Voilà, que les gens l'entendent. Il n'y a aucune possibilité d'abroger la réforme des retraites avec le texte du RN. Il propose des pistes de financement qui sont des pistes de financement de droite pour aller vite. Et en plus de ça, à chaque fois que pour l'instant ils ont l'occasion d'abroger la réforme des retraites, ils votent contre nos propositions. Donc on va peut-être pas passer des heures sur quelque chose qui est une supercherie, une arnaque. Votre groupe est très divisé sur ce vote-là. Non, notre groupe n'est pas divisé sur ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire sur le fait que... Non, mais c'est important, écoutez-moi. Notre groupe n'est pas divisé sur ce que je suis en train de vous dire. Pas plus, par exemple, le groupe communiste qui a les mêmes débats, c'est-à-dire qui pense la même chose que ce que je viens de vous dire, qui considère qu'en réalité, bon ça va, on a compris, le RN fait tout ce qu'il faut, n'a rien fait pour abroger la réforme des retraites, ne s'est jamais mobilisé, à chaque fois qu'il a l'occasion de le faire, ne le fait pas, et là tout d'un coup il nous propose un texte dont ils savent qu'ils ne peuvent pas passer. Donc, donner des points à l'extrême droite, c'est pas notre... Il y a quand même des divisions sur est-ce qu'on peut voter contre un texte qui abroge la réforme des retraites. Il y a un débat tactique qui nous est posé par rapport à ça. Et c'était fait exprès. Donc vous verrez comment on le résout quand il arrivera en séance. Mais pour l'heure, moi ce que je vous dis, c'est que... Mais vous pourriez quoi, vous abstenir par exemple? Pour l'heure, de toute façon ça sera soit en un vote pour, soit en... Mais vous pourriez voter pour. Ça c'est pas exclu. Le débat il est là-dessus, d'accord? Mais pour l'instant, moi ce que je vous dis, écoutez-moi parce que c'est le plus important, c'est que je dénonce l'arnaque du Rassemblement national. Et Fabien Roussel, par exemple, parlait du groupe communiste, dit lui qui n'est pas au groupe communiste. Qui n'est pas au groupe communiste. Si j'avais été député, je l'aurais voté parce que je ne sais pas expliquer... Oui, mais la question qu'il pose est intéressante. Je ne sais pas expliquer pourquoi je ne vote pas la niche RN, mais je demande au RN de voter pour le texte que l'on proposera dans notre niche NFP un peu plus tard. Écoutez, s'il ne sait pas expliquer, éventuellement, moi, expliquer que un texte qui est présenté, en réalité, est présenté par des gens qui n'ont aucune envie que l'abrogation des réformes de retraite se passe et qu'on a 4 semaines après un texte qui le permet par un groupe qui est légitime, qui est avec tout l'appui du NFP, moi je vous l'explique rapidement. Mais comment le vôtre il passe sans le RN? C'est ça, il passe pas sans le RN. Mais jusqu'à maintenant, on verra bien ce que fait le RN, mais figurez-vous, jusqu'à maintenant, nous avons une stratégie, nous l'avons toujours dit. Nous, là, jusqu'au moment où on se parle, nous ne sommes pas prêts à donner des points à l'extrême droite. Voilà. Et vous êtes prêts à prendre Donc nous ne sommes pas prêts à voter les textes du RN.
Le RN, jusqu'à maintenant, a dit, nous, on vote les textes qui nous sont bons. OK, c'est leur tactique. Ben, dans ces cas-là, vous verrez qu'ils l'appliqueront aussi. Donc, j'allais dire, ne passons pas des heures, enfin, à mon avis, de cette émission sur quelque chose qui est une arnaque. Sur le fond, parce que lundi, vous avez organisé un colloque. Leur objectif est là, vous savez, c'est-à-dire qu'on passe des heures à discuter d'une niche vous avez organisé, où un texte ne passera pas. C'est pas le RN, c'est vous qui l'avez organisé, un colloque sur le financement alternatif de la réforme des retraites. Le RN n'est même pas venu d'ailleurs. C'est quoi l'alternative du coup ? Puisque c'est un colloque sur le financement alternatif des régimes des retraites. Là, on passe à un autre sujet. Ben non, on passe au fond. C'est-à-dire, quelle est l'autre alternative à la réforme des retraites? Non, comment vous financez? Si vous abrogez, ça va coûter. Donc on passe à un sujet intéressant. Vous me demandez quel est le on passe à un sujet de fond. Oui, voilà, c'est ça. Donc intéressant. Donc je vais vous répondre. Si vous abrogez, ça va coûter. Comment vous financez? Alors, pas de problème. Ça coûte en 2024, en 2027, ça coûte à peu près 5 milliards. D'accord? 11 milliards de coûts, et puis ça rapporte 4 milliards parce qu'il y a des prestations sociales qui sont nécessaires d'être mobilisées pour les gens qui seront au chômage, au RSA, qui n'auront plus de travail, les travailleurs pauvres. Ensuite, on passe à 16 milliards. Là, le pic, c'est 16 milliards en 2032. On est tous à peu près d'accord sur le chiffre. Je vais vous donner une proposition qui a été faite hier par Michael Zemmour, économiste, qui s'y connaît un petit peu. On augmente pendant 7 ans de 0,15 points les cotisations, c'est rien. 0,15 points, le régime est équilibré. Voilà, c'est une proposition que je vous fais. Je préfère ça à plutôt reculer l'âge de la retraite de 2 ans. Et en plus, on peut avoir des propositions complémentaires. Par exemple, on ferait enfin passer une loi d'égalité salariale homme-femme comme c'est en Islande. Femme-homme plutôt, comme c'est en Islande. C'est 5 milliards qui peuvent rentrer dans les caisses de l'État parce que les salaires augmentent. On augmente les salaires en général. On fait une politique d'augmentation des salaires, c'est plus de cotisations. On revient sur les exonérations qui sont inutiles par rapport au régime de retraite. On récupère des milliards. Donc, des sources de financement, il y en a qui reviennent à une chose, comment en réalité on partage des richesses. Est-ce qu'on les partage vers les revenus du travail, y compris vers des cotisations qui sont du salaire socialisé, ou on continue le système dans lequel nous sommes, où on les partage vers les revenus du capital et les dividendes. Voilà, c'est au cœur de ça. Je viens de vous donner les propositions, elles sont sérieuses. Il y a aussi des économistes dans votre colloque qui ont dit pour récupérer de l'argent, il faut améliorer le taux d'emploi des seniors, et on ne peut pas améliorer le taux d'emploi des seniors sans augmenter l'âge de départ à la retraite. Vous avez entendu aussi ces arguments? Les économistes qu'on a invités, il n'y en a pas un qui a dit ça à la fin, non? Bah si, il y en a qui disent ça. Lequel? Il y en a qui disent ça. Dans ceux qui ont été invités? Notamment, par exemple, je crois qu'il y a des économistes comme Gilles Berset. Ah non, alors en introduction, le président du corps nommé par le gouvernement à la place, parce que M. Bras leur plaisait plus, parce qu'il a eu le malheur de dire la vérité. M. Bras, l'ancien président du corps, il a eu le malheur de dire que le problème était un problème de recettes et pas de dépenses. Bon, alors donc, ça ne lui aura pas plu. Donc éjecté, M. Sett a dit une chose intéressante, vous auriez plutôt dû écouter ça. Il a enfin admis ce que nous disions pendant toute la réforme des retraites. Cette réforme n'est pas faite pour équilibrer le régime des retraites, elle est faite pour équilibrer le déficit de l'État. Voilà, c'est une réforme qui a été faite pour ça. Bon, eh bien, donc, comme je pense que le régime des retraites n'est pas là pour équilibrer le déficit de l'État, et que son déficit est bien moindre que le déficit de l'État, infinitésimalement moindre, eh bien, nous venons de vous donner les pistes pour équilibrer, et ça marche, et les gens n'auront pas à travailler plus longtemps. On va parler du budget. D'abord, un mot sur la forme, puisqu'on apprend ce matin, via la porte-parole du gouvernement, qu'un possible recours au 49.3 sera au menu du Conseil des ministres aujourd'hui. Qu'en dites-vous? C'est pas une surprise? On le savait, non, on le savait. On avait été avertis. Bon, c'est logique. Comme M. Barnier a dit qu'il se gardait la possibilité d'utiliser le 49.3, il faut d'abord que ça passe en Conseil des ministres. Bon, est-ce qu'il va l'utiliser? Moi, ma conviction, c'est que oui. Ma conviction, c'est que oui, tout simplement parce que hier soir, en séance, on a commencé à exactement faire passer les mêmes amendements que nous avons fait passer dans ma commission. Voilà. On a pérennisé le système de taxes sur les ultra-riches et on l'a renforcé. Tout à l'heure, vous verrez, je pense que nous arriverons aussi à passer la taxe sur les multinationales qui consiste à faire en sorte qu'ils payent une taxe sur les profits qu'ils délocalisent en utilisant les prix de transfert et des pays à fiscalité privilégiée. Donc le gouvernement, à un moment donné, va avoir une difficulté. Est-ce qu'il va continuer à accumuler les défaites comme ça, à faire détricoter son projet en faveur, en réalité, d'un projet que moi j'ai appelé Nouveau Fonds populaire compatible ou pas? Je pense qu'à un moment donné, ils vont arrêter les frais, surtout que tous les jours, je termine là-dessus, montrent la division de la majorité. Enfin, de la majorité. Gros guillemets. Du socle commun. Du socle commun qui n'a rien de commun, qui est plutôt fissuré d'ailleurs, avant même de commencer. Donc ça, c'est un spectacle qui est quand même difficile à supporter. C'est-à-dire, vous pensez qu'il va sortir dégainer le 49.3 très rapidement?
En tout cas, je pense qu'il va le dégainer. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'il va le dégainer. Ils ont deux options, en fait. Bon, ils ont l'option du 49.3, ils ont une autre qu'ils peuvent essayer de tenter, c'est de laisser pourrir les débats. C'est-à-dire de faire en sorte qu'on dépasse le délai et que ça passe au Sénat sans vote. Bon. Et à la fin du fin, ils pourraient même jouer ça en décembre, en se disant... on va faire traîner, et là, ils ont le droit de passer les ordonnances. Alors, mes deux réponses à ça. La première, c'est que, bon, elle est possible. Hein, nous, on a observé quelque chose d'incroyable. Figurez-vous que près de la moitié des amendements sont ceux des groupes gouvernementaux. C'est totalement inédit. On n'a jamais vu ça. Tous les groupes d'opposition ont réduit leur amendement parce qu'ils veulent aller au vote. Pour cause, on sait qu'on gagnera. Et le gouvernement, les groupes pro-gouvernementaux, et notamment EPR et DR surtout, ont gonflé leurs amendements. Donc, il y a peut-être... Je dis attention au wording, il y a peut-être un risque. Bon. Mais j'ai quand même un peu du mal à croire que M. Barnier va accepter que son texte, comme ça, tous les jours, de voir ses représentants le soir interroger en disant vous allez accumuler combien de temps des défaites. Je pense que c'est pas terrible. Et en plus de ça, je vous le dis à l'avance, si jamais il tente à la fin de passer en ordonnance, à la fin du fin, nous on met un 49.2 motion de censure, ce qui nous est le droit, et on ne laissera pas passer ce genre de choses. Voilà, on mettra sur la table et vous verrez que celle-ci, elle passera. La présidente de l'Assemblée semble inquiète justement et craint que le gouvernement veuille laisser traîner les débats de manière à ce que le Sénat se saisisse du texte. Ce serait grave, ça, démocratiquement? Ah bah bien sûr. Que le texte revienne au Sénat, enfin, appartienne au Sénat quelque Oui, part. ça serait grave parce que essayer de jouer... comme ça, de passer par les bords pour essayer de ne pas faire voter le texte, c'est aussi grave que le 49.3 quelque part. Donc j'espère que M. Barnier ne va pas être tenté par ce genre de choses. Bon, voilà, on va observer. Vous n'avez eu aucune assurance de sa part Non, on n'a aucune assurance. On voit juste l'accumulation des amendements, comme j'ai voulu le dire, du côté gouvernemental. Bon, on verra bien. Bon, c'est clair que le 49.3 est un danger pour lui. Pourquoi? Parce qu'il y aura motion de censure. Et que moi, mon sentiment, c'est qu'à un moment donné, peut-être pas celle-ci, mais le Rassemblement national finira par être obligé de voter une motion de censure. Parce que pour ses électeurs, c'est compliqué d'admettre qu'on demande des efforts aux mêmes, aux retraités, aux travailleurs, à tous ceux qui vont subir la baisse des dépenses publiques et sociales, et que par contre, on fait finalement très peu pour ceux qui ont accumulé des milliards d'euros depuis 2017 à coup de cadeaux fiscaux. Alors justement, vous l'avez dit, hein, cette nuit, vous avez pérennisé la taxe sur les hauts revenus que le gouvernement voulait être temporaire. C'est-à-dire, vous n'entendez pas ce que dit Michel Barnier, qui dit que pour être acceptée, elle doit être temporaire, et Laurent Saint-Martin qui dit qu'il y a besoin de visibilité et donc d'une échéance? Non, j'entends pas pour deux raisons. D'abord, paradoxe, les deux seules mesures temporaires, c'est les mesures qui touchent les grandes entreprises et puis les ultra-riches. Tout le reste est pérenne. Alors c'est bizarre, quand on touche les classes populaires, la classe moyenne, là c'est structurel, c'est pérenne, on n'en reparle plus. En dehors du budget, par exemple, quand on touche l'âge de la retraite, là c'est définitif. Et par contre, si à un moment donné on prend un peu d'argent, vous savez quels sont les ultra-riches dont on parle, hein? Là aussi il faut l'entendre. C'est les gens qui font partie des 25 000 personnes les plus riches de ce pays et qui payent à peine 20% d'imposition. Voilà, par rapport à un taux normalement qui devrait être de 46% s'il passait par l'impôt sur le revenu. Donc, si vous voulez estimer que ça doit être temporaire, surtout il faut faire attention, c'est pas tellement compréhensible. Et puis en plus, Monsieur Mattei, qui a voté aussi pour du MoDem, qui a voté aussi pour la pérennité, a donné un bon argument. C'est que si vous dites que c'est temporaire, qu'est-ce que vont faire ces gens? Ils vont reporter après le versement de certaines sommes. C'est-à-dire quand il sera plus taxé. Donc c'est mauvais à tout niveau. Cet après-midi, vous allez discuter d'un autre amendement qui vous est cher. C'est un impôt sur les taxes, les profits délocalisés. Vous espérez qu'il soit voté, celui-là aussi? Oui, j'espère. J'ai dit tout à l'heure, je vais plus vite que la musique. Mais oui, j'espère parce que c'est un amendement qui est vrai. C'est peut-être le meilleur amendement, en fait, je vais vous dire. Pourquoi? Parce que il rapporte beaucoup. C'est un amendement qui a été imaginé par Gabriel Zucman, qui est un économiste, qui a été lauréat de pas mal de prix internationaux, etc. Il touche les entreprises qui, grâce à ce qu'on appelle les prix de transfert, peuvent faire en sorte qu'ils délocalisent leurs profits dans des pays à fiscalité privilégiée. C'est-à-dire, prenons Total, ils font un quart de leur chiffre d'affaires en France, et bizarrement, pendant 2 ans, ils n'ont pas payé d'impôts. D'accord? Et derrière ça, il y a l'idée que finalement, on arrive en optimisant, ils ont des spécialistes là-dessus, à faire en sorte de payer les impôts là où c'est moins cher. Bon, ça, c'est pas acceptable. Alors, la communauté internationale le dit.
savez qu'il y a un pilier 2 qui est en discussion, sauf que les États-Unis sont contre et qu'à mon avis, ce pilier 2 qui permettrait de corriger ça ne se votera jamais. Donc il faut agir dès maintenant parce que on estime qu'on pourrait récupérer 26 milliards. 26 milliards d'euros. Si tous ces amendements étaient votés, est-ce que finalement ce budget serait NFP compatible ? Je l'ai dit, comme à la sortie de ma commission, il était NFP compatible. C'est la démonstration qu'on a fait. Rappelez-vous ce qu'on disait quand... C'est-à-dire NFP compatible pour aller au bout, ça veut dire que si on va jusqu'au bout de la discussion avec les votes qu'il y a jusqu'à maintenant, vous pourriez le voter ? On l'a voté en commission, c'est nous qui avons voté pour. Ouais. Non mais là, vous pourriez le voter, c'est pas rien du coup de voter un budget. Alors je vous explique. C'est les groupes gouvernementaux, avec le RN qui leur a servi de béquille, qui ont battu le budget qu'on avait construit en commission. Donc là, ça veut dire que vous voteriez un budget avec le RN ? Mais pour l'instant, le RN a voté avec eux. Oui, pour l'instant. Non, oui, je le dis parce que remettons les choses en clair. Il faut savoir que le RN vote plus avec aujourd'hui les groupes gouvernementaux qu'avec nous. C'est ça la réalité. Non, mais donc vous dites, pour aller au bout du raisonnement, vous dites à Michel Barnier, si vous nous écoutez, il y a moyen d'éviter le 49.3. Mais il n'y a pas de souci. S'ils acceptent tous les amendements qu'on va faire passer, suffisamment et qu'on trouve vraiment que ça change structurellement le budget, bien évidemment, et je vais vous donner un scoop, il ne le fera pas. Il ne le fera pas parce que c'est la raison même pour laquelle M. Macron n'a pas voulu d'un gouvernement NFP avec Lucie Castet. Il n'a pas voulu, non pas parce qu'il avait peur qu'on n'ait pas une majorité. La preuve, on est en train de montrer qu'on peut avoir une majorité à l'Assemblée. Il ne l'a pas fait parce qu'il ne veut pas détricoter une politique économique qui est en faveur des plus riches de ce pays. C'est ça la réalité. Un mot, puisque vous nous parliez des retraités. Tout à l'heure, Laurent Saint-Martin s'est dit favorable à un seuil pour décaler l'indexation des retraites, pour que les petites retraites ne soient pas touchées par le décalage de cette indexation. Est-ce que ça, c'est un bon compromis ? Non. Moi, je ne suis pas d'accord de faire payer aux retraités le coût d'une politique dont je vous le rappelle qui a accumulé les déficits, et les déficits parce que notamment on a 62 milliards de recettes en moins d'État qui sont largement les cadeaux aux plus riches sur lesquels on essaye un peu de revenir. Bon, donc je suis pas d'accord que les retraités même avec payent. Un seuil ? Non, même avec un seuil, je pense que c'est pas les retraités qui sont les privilégiés de ce pays, c'est pas vrai, d'accord. Ils ont beaucoup perdu en termes de pouvoir d'achat. J'ai regardé un peu avant d'arriver, ils ont augmenté les pensions depuis augmenté de 13,6% depuis 2003, alors qu'il y a une inflation de 19%. Donc ça, dans le temps, ça a perdu, et plus encore depuis 2017. Et en plus, c'est une mesure imbécile sur le plan économique. Pourquoi ? Mais parce que quand vous baissez les dépenses publiques et sociales, notamment la retraite, ça a un coût sur la croissance que l'OFCE a estimé à 0,8%. Donc on divisera par 2 la croissance l'an prochain si on prend toutes les mesures du gouvernement. 0,8% de croissance en moins, c'est 30 milliards de rentrées fiscales en moins. Autrement dit, les 36 milliards à peu près que veut récupérer le gouvernement par moins de dépenses sociales et fiscales, en réalité elles ne servent à rien parce qu'ils auront 30 milliards de moins de rentrée fiscale. C'est exactement ce qui s'est passé ces dernières années. Donc c'est une politique qui pénalise les gens, qui pénalise les services publics, qui pénalise les dépenses sociales et qui en plus, d'un point de vue économique, est récessive. On parle du dérapage des finances publiques. Votre commission s'est transformée en commission d'enquête pour essayer de comprendre pourquoi la dette est si importante. Hier, le député Philippe Brun, député socialiste, a affirmé que certains éléments qui expliquent le déficit auraient été volontairement cachés par Bercy. Vous partagez ce point de vue ? Je ne sais pas. Justement, c'est ce que la commission d'enquête doit montrer. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça, à votre avis ? Il a peut-être des éléments, mais dans ces cas-là, on les aura au moment de la commission d'enquête. La grande question de cette commission d'enquête, c'est est-ce que c'est de l'insincérité ou de la cécité ? Voilà. Moi, je le résume comme ça. Mais les deux sont aussi graves. Les deux, c'est grave. Oui. Voilà. Et donc, la commission d'enquête, il va falloir qu'elle voie si c'est un aveuglement d'une politique économique qui nous a conduit là, coûte que coûte, ou est-ce qu'il y a eu... Où il y a eu en plus, peut-être qu'on verra, une dissimulation. Voilà, ça va être le but. Mais vous avez des doutes sur le fait que Bruno Le Maire aurait peut-être menti ? Non, mais moi, je ne personnalise pas. Voilà, Bruno Le Maire, il y a au moins une chose, c'est qu'au moment où je disais qu'il fallait un projet de loi de finances rectificative en janvier, quand ils nous ont annoncé 10 milliards d'annulations de crédit, qu'ils en ont promis plus, c'est le seul au gouvernement qui a dit oui, il faudra un projet de loi de finances rectificative parce qu'en réalité, on est en train de cacher le problème. Et le président s'y est opposé. Et le président s'y est opposé. Donc je ne vais pas personnaliser mes critiques, je le dis très clairement à l'avance. J'ai entendu un député macroniste expliquer que j'organisais une chasse à l'homme. C'est vraiment pas le genre de la maison. Moi, je veux savoir quel système a été mis en place qui, à ce point-là, nous a amenés dans le mur. C'est-à-dire que ces gens-là nous ont dit notre objectif premier, c'est la réduction des déficits. Ils sont totalement dans le mur. Et comme en plus, ils sont dans l'imprévisibilité, je vous assure que vis-à-vis des marchés, il n'y a rien de pire pour... C'est-à-dire, vous, président de la Commission des Finances, vous n'aviez aucun moyen de voir qu'on allait dans le mur ?
Mais si, nous on l'a dit. Ah, nous on l'a dit. Alors là, regardez. Non mais ou d'agir pour éviter qu'on agir, nous, c'est pas nous qui sommes à l'exécutif. Mais alors là, tous les débats de fin 2023, il y a pas que moi. Enfin, quasiment tous les groupes d'opposition avaient dit, mais les chiffres que vous présentez, c'est pas crédible. Pierre Moscovici avait dit, c'est pas crédible. Donc tout le monde l'avait dit. Bon, le gouvernement a dit, si, ils nous ont regardés comme si on était des cancres au fond de la classe. Bon, bah, les cancres, c'est eux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Un dernier mot. Alors, hier, petit coup de théâtre à l'Assemblée nationale. Un député du Nouveau Front populaire, Jérémy Yordanov, a été élu vice-président de l'Assemblée nationale. Comment expliquez-vous ce vote ? Une division des groupes de la majorité, enfin de soutien au gouvernement, le maintien du groupe Lyot qui vous a permis de récupérer quelques voix. Comment D'abord, je le félicite, je suis très content. C'est un vice-président de plus du NFP et un membre de plus du NFP au bureau de l'Assemblée où nous sommes très largement majoritaires. On a la majorité absolue. Bah, j'explique parce qu'on est majoritaire à l'Assemblée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La plus grosse majorité relative de cette Assemblée, c'est le NFP. Donc, c'est ça ou c'est vous profitez des divisions du socle commun ? Parce qu'au moment de l'élection du président de l'Assemblée, ils étaient unis, c'est Yael Braun-Pivet qui a gagné. Vous avez raison, mais pour profiter d'une division, il faut déjà avoir un socle qui vous permet d'être élu. Et que les autres n'ont pas. Nous, on l'a. C'est ce qu'on dit depuis le début. Bon. Donc, c'est ça qui explique d'abord sa victoire. Et effectivement, les autres sont tous divisés. Moi, pendant la commission des finances, je vous le redis, le bloc central n'existe pas. D'accord ? Il est extrêmement divisé. Entre eux, ils sont divisés. Bon, bah voilà, ça explique cela. Juste pour bien expliquer, il a manqué des voix du MoDem, hein, notamment au socle commun. Oui, mais parce que de la même manière, et je les salue, le MoDem a voté, ou chez Abstenu, a voté beaucoup des amendements qui sont passés dans ma commission, parce que ils sont quand même pas aussi libéraux que leurs collègues macronistes. C'est pas la même folie furieuse qui les anime sur une politique où il faut pas toucher au capital, il faut pas essayer de le réguler, il faut pas essayer de le réglementer, et la main invisible du capital va tout régler. Eh ben non, elle règle pas tout. Pour parler du groupe LFI, hier, un député de Loire-Atlantique, Andy Carbra, a été pris en flagrant délit alors qu'il achetait de la drogue. Est-ce qu'il va être exclu du groupe ? Est-ce qu'il va y avoir une discussion à ce sujet ? Absolument pas. Absolument pas. Non. Donc pour deux raisons. La première, c'est que on lui a dit d'abord, et moi je lui dis mon affection, d'accord ? Parce que Andy Carbrat lui-même le dit, il a des problèmes qui sont de fragilité psychologique et de problèmes personnels. Je cite que sont communiqués pour dire ces mots. Hein. Bon, de santé, ça fait d'addiction. Il l'a admis depuis longtemps. Il essaie de le soigner. Et moi, je considère que, je l'ai dit, l'usage des stupéfiants, je parle bien de l'usage, je ne parle pas du trafic, l'usage des stupéfiants en France devrait être dépénalisé parce que ce n'est pas la bonne réponse qui est faite contre les risques d'addiction et la lutte contre les stupéfiants. Donc je ne vais pas changer de position à l'occasion d'un député qui... N'empêche que la loi est telle qu'elle est aujourd'hui. Pour vous, c'est pas grave ce qu'il a fait. Ah mais pour lui, si. Pour lui, si. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il... Parce que vous nous dites absolument pas, à l'air de dire circuler, il n'y a rien à voir. C'est pas grave. Vous ne comprenez pas. Vous savez où est la politique sur les drogues la plus efficace en Europe ? C'est au Portugal. Ils ont divisé, depuis le début des années 2000, par 3 l'usage des drogues dures. Vous savez pourquoi ils ont fait ? Ils ont dépénalisé. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Quand quelqu'un est pris avec une drogue dure, il y a un parcours de santé qui est imposé. Excusez-moi, j'ai une question. Non, mais je vous réponds. C'est un problème de fond. Je pense que quelqu'un qui utilise des produits stupéfiants, sa place n'est pas en prison. Sa place, elle est éventuellement dans un parcours de soins, et c'est ce que dit Andy Carbrat. Une dernière question, la loi est telle qu'elle est aujourd'hui en France. Est-ce qu'un député élu de la nation ne doit pas se conformer à la loi, même si elle ne lui convient pas ? Est-ce qu'il ne doit pas être un exemple ? Mais ça, vous me posez 2 questions différentes. Oui, vous me demandez, est-ce qu'il doit se conformer à la loi ? Donc on verra bien ce qui se passe du point de vue de la justice. Et vous me posez une deuxième question, est-ce qu'au nom de ça, il doit être exclu de notre groupe ? Je vous dis que nous avons... C'est des questions qui se rejoignent un peu. Non, c'est pas des questions, parce qu'il peut arriver que des gens... Et par exemple, je vous donne une autre idée. Quelqu'un, par exemple, un député... qui agit dans une mobilisation, une manifestation, ça peut arriver qu'il y ait des soucis avec la police, il peut se retrouver devant un tribunal. Est-ce que vous croyez que nous allons l'exclure ? D'accord ? Parce qu'il va être jugé sur des critères qui, pour nous, ne sont pas les bons. C'est un acte militant, c'est autre chose. Et donc, de la même manière, nous, à partir du moment où c'est par rapport à quelque chose qui, à notre sens, enfin à mon sens, en tout cas, ne devrait pas être pénalisé, militant de sa part. nous ne rajouterons pas une double peine à une éventuelle peine de justice, ou surtout, ce que je souhaite, et souhaitons-lui, au parcours de santé que lui-même veut s'imposer. Voilà, je crois que j'étais assez clair. Merci Éric Coquerel. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. La une de la Dépêche, Christelle, faut-il encore abaisser la vitesse sur les routes ?